Quand il s'agit de son assurance vie, de son PEA, de son compte titre, mieux vaut ne pas se louper quand on choisit une SICAV, un fonds d'investissement. Justement, comment reconnaître un canard boiteux, un mauvais fonds? Réponse avec Frédéric Lorenzini, qui lui a plutôt un bon fonds d'ailleurs comme garçon. Oui, merci. Bonjour. David. Bonjour, ça va? Fondateur du site N3D. Récemment, on a fait les meilleurs fonds sur 10 ans. Il a dû plancher toute la nuit sur sa péniche. Aujourd'hui, on fait l'exercice. Hollandaise, c'est pas grave. On va faire l'exercice dans l'autre sens. Ouais. On va se dire, tiens, on va parler des fonds qui ne servent à rien. Enfin, je veux dire, voilà, qui sous-performent, qui se prennent des frais pour rien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas ça qui manque. Oui, alors là, on va se faire des amis sur les quelques 10 000 fonds disponibles sur le marché français. Il y a des mauvais fonds et puis il y a des fonds qui juste ne servent à rien. Alors on va prendre un cas concret, LBP-AM, Action France Indice. LBP-AM, c'est-à-dire la Banque Postale AM France Indice. C'est un fonds qui ne sert à rien. Il suffit de regarder la performance sur une longue période, sur quasiment 25 ans. C'est à la ramasse par rapport à la moyenne de la catégorie à laquelle le fonds appartient, et puis par rapport à l'indice. Voilà. Et pourquoi alors? Pourquoi? C'est structurel, et le gérant n'y peut rien. C'est ça qui est cruel. Grosso modo, il n'y a rien à attendre de ce type de fonds. Et c'est même pas la faute du gérant. Non, c'est même pas la faute. Il suffit de lire le prospectus. Vous savez, sur chaque produit financier, il y a un prospectus qui est visé par l'AMF, le gendarme des marchés financiers. Et quand vous lisez le prospectus de ce LBP-AM Action France Indice, on vous dit l'objectif de la SICAV est sur la durée de placement, etc., d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice CAC 40. Donc on veut faire mieux que l'indice CAC 40 en essayant de minimiser l'écart de suivi. C'est un peu technique, c'est ce qu'on appelle la tracking error. C'est grosso modo, le gérant lui dit fais mieux que le CAC, mais ne t'éloigne pas trop du CAC. Donc il y a un moment, c'est un peu schizophrène. Vous ne pouvez pas dire un gars bat le CAC, mais fait comme le CAC. Ouais. C'est fromage ou dessert. Sachant que il y a des frais de gestion. Là, on est à 1,32. 1,32% de frais de gestion. Se payer 1,32 de frais de gestion pour avoir un fonds qui est censé suivre le CAC 40, mieux vaut aller sur des ETF. Bah oui, un ETF, ça coûte entre 0,2 et 0,7%. Donc ça, le CAC 40, c'est plutôt 0,2, 0,3. Ouais. Typiquement, ça, c'est un fonds qui ne sert à rien. Bon. Il y en a beaucoup, comme ça. Alors, c'est pas une majeure partie de fonds global. Non, c'est pas la majeure partie, mais ces fonds qui servent à rien, qui sont des fonds indiciels, vous allez en trouver chez tous les grands offreurs, dans tous les grands réseaux. Chez AXA, on a un fonds qui s'appelle AXA France Indice. Le clou, à mon avis, revient quand même à un fonds de BNP Paribas Indice France Classique. Pour moi, c'est le clou, parce que là, le fonds, il ne sert réellement à rien. Vous allez comprendre, je vais vous lire juste un tout petit passage du prospectus. Ce fonds BNP Paribas Indice France Classique est un FCP nourricier, c'est-à-dire qu'il investit dans le FCP BNP Paribas Easy CAC 40 ETF. C'est-à-dire que ce fonds investit dans un ETF qui est géré par BNP. Alors ça, c'est merveilleux. L'ETF est à 0,25. L'ETF est à 0,25 et le fonds censément être actif, il est à 1% de frais. Ça, c'est merveilleux. C'est comme si je prenais 1 kg de sucre blanc quelconque, qui coûte 80 centimes le kilo. Je mets une étiquette en vous disant c'est du sucre spécial des hauts plateaux de Bujumbura, et puis je vous le vends 20 € le kilo. Voilà. Et là, c'est quand même le cocotier. Et des mauvais fonds, il y en a. Voilà. Oui, alors des mauvais fonds, il y en a. Alors, on vient d'évoquer des fonds qui ne servent à rien. Des mauvais fonds, il y en a. C'est assez subtil parce que... on fait la différence entre le fonds qui ne sert à rien et le mauvais fonds. Absolument. Puis un fonds qui n'est pas très bon, il peut y avoir plusieurs raisons qui sont structurelles ou conjoncturelles. On va prendre un exemple concret. Vous prenez le fonds Hamilton Small Cap. Ouais. Hamilton Small Cap, c'est un fonds qui est plutôt bien géré, mais qui a des frais de gestion importants. Le TFE, le total de frais sur encours, c'est-à-dire ce que les investisseurs payent comme frais pour que leur fonds soit géré, l'année dernière, il était à 5,27%. Par an? Par an. Ah ouais, donc tu démarres l'année, déjà tu es à moins 5. Eh ben, ça veut dire que le gérant doit être vachement costaud pour, en dépit de ce poids qu'il a sur les épaules, 5,27, faire de la performance. Et ce problème de frais qui sont un peu importants en pourcentage, c'est assez typique des fonds qui ont un petit encours. Parce que les frais, c'est quoi? Ça paye le gérant, ça paye les bureaux, ça paye la recherche, ça paye l'ordinateur. Eh ben, ce coût, proportionnellement, il est d'autant moins important que les encours du fonds, la masse gérée, est grosse. Et là, ce fonds, il gère 55 millions. Et donc, du coup, ça coûte cher. Et pourtant, ce fonds, il n'a pas démérité. Sur 10 ans, il fait 10-50% par an. Sur 10 ans, c'est plus de 3% de mieux que les fonds de la même catégorie. Mais pour autant, il est en dessous de l'indice. Il est en dessous de l'indice. À cause des frais. À cause des frais. Alors, vous imaginez, si le gérant,
on lui laissait gérer son fonds avec juste 2% de frais, mais il exploserait. Évidemment. Voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas aussi avisé, pointu, expert que vous? Oui, c'est un peu technique. Non, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un mauvais fonds? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelques conseils. Quand on est tout seul chez soi dans son ordinateur. Bien sûr, on regarde la performance, mais il y a d'autres indicateurs. Il y a des problèmes parfois de cohérence. Je vais vous donner un exemple concret sur un fonds qui a disparu. Vous vous souvenez, crise de 2008, en moyenne, les marchés actions font moins 40. Ouais. 2009, année de rebond, plus 20. Et un fonds action Europe qui faisait plus 50. Ouais. Wouh! Surperformance énorme en 2009. Certes, un autre rebond, mais en moyenne, c'était plus 20. Et quand on regardait concrètement ce qu'il y avait dans le portefeuille de ce fonds Action Europe, il y avait 20 à 25% d'actions russes. D'accord. En 2009, les actions russes ont fait plus 130. Et là, il y a un problème de cohérence parce que sur le prospectus, on vous dit « je vous vends des actions européennes », sauf que là… Ouais, quand on creuse un peu… C'est de l'Europe de l'Est, et donc ça porte un risque. Ça porte un risque. Les bonnes années, c'est merveilleux d'avoir des actions russes. Ouais. Les mauvaises années, c'est une calamité. Ça peut faire moins 80%. Et donc, sur la partie performance, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a des outils qui peuvent nous aider? Alors oui, il y a des outils. Et pour se dire, celui-là, c'est un canard boiteux, c'est un nanar, on n'y va pas. Non, mais il y a des choses simples à faire. On est avec Orama, Boursorama. Il y a un outil sur votre site qui vous permet de regarder les fonds qui sont plus ou moins bien notés selon les étoiles Morningstar, et puis qui vous permet de regarder des critères mis en avant par une autre agence de notation qui s'appelle Lipper, ouais, tels que la préservation du capital, la régularité de la performance, et puis le fait qu'en performance absolue, on ait gagné ou pas. Et donc, il y a un système d'étoiles Alors, là, moi, j'ai fait un tout petit test. J'ai pris les fonds qui, selon Morningstar, ne sont pas très bien notés, c'est 2 étoiles, et puis j'ai dit, pas très bien en termes de préservation du capital, de performance et de régularité, et là, ressort des fonds qui sont, je ne vais pas dire des nanars, mais quand même qui sont pas au top. À des exemples concrets, le fonds Ostrom Emerging Europe. Ostrom, c'est une filiale de Natixis. Ouais. Okay. East Capital China Environment. East Capital, c'est une société de gestion suédoise qui a un beau track record, qui a 15-25 ans. Mais ça ne concerne pas que des fonds qui investissent sur les marchés. Mais juste concrètement, on finit là-dessus. On fait comment? On va sur Boursorama, on met quoi? On clique sur quoi? Et pour avoir quoi? Pour savoir en nombre d'étoiles, s'il y a 5 étoiles, ça veut dire que… Alors, un fonds qui a 5 étoiles, il est sur le haut du panier. Un fonds qui a 1 étoile, 2 étoiles… C'est ça qu'on regarde simplement? Non, pas que ça. Parce que vous pouvez avoir un nombre d'étoiles limité sans avoir démérité, parce que ces étoiles tiennent compte de la performance et de la volatilité. Donc, performance absolue, régularité des performances, voilà. Préservation du capital. C'est pas la même chose, régularité, préservation? Non, c'est pas, non, c'est pas la même chose. Et cette note-là prend tout ça en compte? Alors, en fait, là… C'est l'indicateur du passé en plus, attention. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, mais tout à l'heure, on parlait des frais. Si les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, les frais donnent une bonne indication du poids qu'on met sur les épaules du gérant, et c'est vraiment un facteur important à regarder. Mais cette petite illustration-là qu'on a dû voir, j'espère, à l'écran, elle tient compte de la notation à base d'étoiles qui vient de chez Morningstar, et puis d'un autre outil qu'on trouve sur Boursorama, que sont les 3 marqueurs qui viennent de chez Lipper, qui est une autre agence de notation. Préservation du capital, régularité et performance. Et on croise tout ça. On croise tout ça. Et ça permet… Et ça, je trouve que c'est bien parce que ce sont des outils qui maintenant sont gratuits. Il y a 10-15 ans, ce type d'outils étaient des outils qui étaient payants et qui étaient réservés à des professionnels. Et il y a une forme de démocratisation de l'information. C'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors, ça demande un peu de temps, ça demande un petit peu de réflexion, mais je pense que autant les investisseurs, quand ils achètent une voiture, sont prêts à passer des semaines à faire un effort de documentation, mais il faut, sur leur épargne, la préparation de leur retraite, qu'ils acceptent de faire le même travail d'éducation. Pour ne pas investir sur le mauvais chameau. Ouais, parce qu'il y en a. D'accord. Il y en a un des chameaux. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces conseils signés Frédéric Lorenzini, fondateur du site N3D. Merci. À bientôt. Tchuss.